Alors, qui a déjà entendu parler de... Non, attends, qui a vu une présentation Quarkus ici? Ok. Donc, je pensais qu'il y aurait un tout petit peu plus de personnes, donc je me suis mis un petit peu en danger. Vous allez voir la même, mais j'ai changé un peu la démo, je change d'IDE, j'ai décidé ça il y a une demi-heure, donc il va se passer des choses intéressantes, au moins vous allez pouvoir rigoler, même si vous connaissez déjà les choses. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de Quarkus, qui est effectivement un framework Java, et on a une tagline un peu pompeuse. Et en fait, l'objectif de ce soir, oui, de ce soir, c'est justement de discuter de ça. Attends, j'ai démarré mon petit chrono. Non, vous me dites si je suis hyper à la bourre. Ouais, on va faire comme ça plutôt. Euh, voilà, on va expliquer le pourquoi et pourquoi cette tagline. Et donc moi, je suis Emmanuel Bernard, je travaille chez Red Hat depuis longtemps maintenant. J'ai démarré dans l'open source sur un projet qui s'appelle Hibernate, donc j'étais venu présenter il y a 10 ans et 9 jours ici. Et voilà, et je suis cofondateur de Quarkus. Alors, Quarkus, c'est une stack pour écrire des applications Java et spécifiquement des applications dites back-end. Et on peut faire un peu n'importe quel type de back-end Java, il n'y a pas de souci. Par contre, le framework, en tout cas l'équipe, l'énergie, elle se focalise sur ces trois choses. Cloud native au sens où on anticipe que de plus en plus, vous allez déployer vos applications non pas en standalone sur votre serveur, machin, mais avec une orchestration dynamique. Alors, chez Red Hat, on utilise beaucoup Kubernetes via notre distribution OpenShift et on croit beaucoup à container comme façon de représenter ces déploiements dynamiques et l'orchestrateur qui contrôle le déploiement scale up, scale down. Tiens, il y a un nœud qui a disparu, je vais le redémarrer. Voilà. Tout ça, c'est bien. Ça encourage très, très, très fortement d'écrire des applications qui sont sans état et à déléguer l'état à des services, des bases de données ou des choses un peu plus avancées. Donc, voilà, il y a des façons de faire votre application. Le deuxième, c'est microservices. Alors, avant, on écrivait un monolithe, et puis maintenant, on écrit 20, 30, 50 microservices. Donc, ça change aussi la donne, notamment parce qu'on déploie 50 fois plus de choses, donc il y a peut-être un impact. Et puis, sur la communication, au fait, avant, on a une communication intra-process, donc ça, c'est facile. Et là, on parle de parler à un autre serveur. Donc, peut-être des l'event-driven architecture, des choses comme ça vont arriver. Ça veut dire qu'on va aussi faciliter ça au niveau de la plateforme. Et serverless, c'est le temps de démarrage. En fait, le serverless, vous payez à la... Alors, chez Amazon, en ce moment, vous payez à la centième de milliseconde utilisée. Toutes les 100 millisecondes, vous payez. Donc, évidemment, si vous mettez 2 minutes et demie à démarrer, ça coûte un peu de cher. Voilà, alors c'est là où normalement je me vautre ou alors c'est un miracle. On va écrire une application qui est une application de to-do. Et pour démarrer, alors je vais vous expliquer deux, trois types des astuces avec Quarkus. Donc le premier, c'est de démarrer avec le générateur de code, comme ça vous allez un petit peu plus vite. Donc là, IO Quarkus, Jug, to-do app. Ouais, si, c'est bien. Et ensuite, on décide des extensions. Les extensions, c'est un peu comme les dépendances. Il y a des choses un peu plus là-dessus, mais on va en parler après. Donc moi, je veux faire en fait, j'ai le front-end, parce que moi, je ne fais pas de JavaScript, par exemple. Donc j'ai le front-end qui est déjà écrit, mais je veux un back-end Java. Donc je vais développer ça en API REST. Je vais utiliser JSON. Je vais utiliser l'OpenAPI, on va voir après. Je vais utiliser Hibernate Validator pour valider, donc bin validation d'il y a 10 ans. Voilà, ça marche encore. Et puis, je vais utiliser Hibernate ORM pour persister mes entités, sauf que je vais le faire avec Panache. Et on va voir ce que ça veut dire. Et voilà, vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas pouvoir vous montrer toute la stack, notamment une partie réactive. Je vais rajouter ça, on va voir si on a le temps. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui est interdit ici. Pas le droit de majuscule? Ah ouais, ok. Donc ça me génère mon code. J'ouvre, enfin je dézip, en fait ça m'envoie un zip. Et ce zip, je vais le mettre à un endroit qui est pas ça, qui est pas ça. Fermez les yeux. Non, il est où mon code? Tac, tac, tac. Code, PQ, Quarkus. Ça c'est les projets que j'ai fait, vous voyez. Tac,
non, en démo. Il y a un truc jug normalement. Voilà, on y est. Pouf. OK. Donc, j'ai mon appli et je suis prêt à démarrer. Donc là, je vais aller dans le To-Do App. Je vais juste faire une copie des fameux fichiers JavaScript. Donc, je laisserai d'autres personnes dans la salle faire ça bien mieux que moi. Quarkus To-Do App. En fait, il y a un truc qui s'appelle la todobackend.org ou un truc comme ça qui a un front-end, enfin plusieurs front-end vues, etc., et plusieurs implémentations de back-end. Donc, c'est intéressant pour pouvoir comparer. Alors là, moi, je code normalement avec ce fameux IntelliJ, donc vous allez peut-être pouvoir gagner une licence, mais là, c'était trop facile, donc là, j'ai décidé de changer d'IDE. Je vais essayer de mettre ça en plus gros, fonte. Ah ben non, c'est bon, ok. Hop. Et donc, on voit qu'on a notre projet normal Java et on est prêt à démarrer. Et on voit qu'il y a un exemple.ressources. Donc ça, c'était le type numéro 1, c'était d'utiliser code.quarkus.io pour démarrer. Et le deuxième, c'est de démarrer en mode développement avec Quarkus. Donc pour démarrer en mode développement, on fait un mvn compile. Donc ça, jusqu'ici, tout va bien. Et puis on a un plugin qui s'appelle Quarkus. Et on va le mettre en mode dev. C'est un peu petit peut-être, je vais vous faire grossir ça. Voilà. Donc là, ça a démarré. Et puis ça a activé le debugger. Et puis là, je suis prêt à l'utiliser. Donc si je vais sur localhost 8080. On a une petite page d'accueil pour vous expliquer petites infos sur Quarkus. Moi, j'ai déjà mon front-end qui est là, to do. Et par contre, il ne fait pas grand-chose là si j'écris. Non, c'est à toi. Il n'y a rien. Donc, on va écrire le back-end. Donc, on va là-dedans. On regarde, on a notre fameux hello. Donc, hello Lille. Je sauve. Je reviens là. Alors, attendez. Je me suis vautré dans ma démo. On recommence. Pouf, pouf. Alors, au lieu d'une for là, on est en mode développement. Donc ça, c'était pas prévu, mais c'est un moyen intéressant. Je suis en mode développement. J'ai une page qui, du coup, en mode développement, m'affiche pas un petit 404 facile, mais il m'explique, voilà les API que tu exposes, notamment au niveau REST. Donc, effectivement, c'est Hello que je voulais utiliser. J'avais fait une petite erreur. Donc là, on est à Hello Lille. Mais comme c'est les 10 ans, on va dire 10 ans. On sauve, on rafraîchit. J'ai pas redéployé l'appli là, je suis en train de développer comme si je faisais du PHP. Voilà. Je rafraîchis. Ouais, sauf que ça marche. Attendez, il faut sauver ici. Oui, c'était gratuit, ouais, je reconnais. Et là, ça plante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu du mal d'ailleurs, mais j'ai fait une erreur de typo, donc ça compile pas. Quarkus me le dit tout de suite. Donc là, je vais corriger, je sauve. Hop, 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 je sens que je ne vais pas l'aimer, VS Code. Voilà. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé là? On le voit dans les logs. Vous voyez ici, en fait, Quarkus, quand vous allez demander un accès REST, un endpoint, il va dire, tiens, en mode dev, hein, tiens, est-ce qu'il y a un des fichiers qui a changé? Et là, il dit, bah ouais, là, il y a des fichiers qui ont changé. Donc, je vais aller les compiler, je vais les mettre à l'endroit de destination, je vais éteindre, alors la VM reste allumée, mais je vais éteindre Quarkus et je vais redémarrer Quarkus et je vais répondre. Alors, tout ça, c'est lent. Ça prend 0,3 secondes. Donc en fait, non, c'est pas lent. Le point de vue de l'utilisateur, c'est que ça a l'air d'être instantané, mais en fait, littéralement, on recompile, on redémarre l'appli et on sert. Donc ça va vous donner un mode de développement super, super agréable. Donc on n'était pas là pour faire un Hello World, on va faire une application To-Do. Donc on va faire une To-Do. Non, d'ailleurs, il y a un autre truc, je crois, dans VS Code. Alors j'ai pris VS Code parce qu'il se trouve qu'il y a une extension Quarkus qui nous facilite 2-3 trucs. Alors, on peut faire un insert snippet, on dit Quarkus, et là, je lui dis, voilà, je veux une classe. Ouh là là, on va recommencer. Nouveau fichier, parce que ça, j'ai oublié de le faire. To-do resource.java. Voilà, et là, on va refaire ce que je vous ai dit, le snippet. Quarkus. Resource class, voilà. Le package name, on va lui demander de le changer, s'il est gentil, voilà, super. Voilà, donc là, j'ai une ressource. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, mon pass, en fait, mon front-end, il me l'impose, c'est API. Et puis, je consomme
Ouais, si, c'est ça. Je consomme du JSON. Donc là, on va faire un media type. Voilà, celui-là, application JSON, voilà. Et puis, je produis aussi du JSON. Donc là, je le définis. Qui connaît JAX-RS? Ok, donc voilà, vous êtes familier. En fait, Quarkus, c'est un autre truc, c'est que ça réutilise des choses qui sont familières. Donc, on va faire la... Vous rappelez ça là que je vous ai montré rapidement? On va récupérer la liste des to-do d'abord. Donc, on va faire un get all. Et puis, ben, on va pas ramener ça, mais on va ramener une liste de to-do. On va arrêter une Java utile, voilà. Alors là, to do, eh ben, on va créer le fichier. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Package. Est-ce qu'il va me... Et ensuite, public class. To do. Et la to do, en fait, ça va représenter mes parties JSON, en fait. C'est la représentation de Java du JSON que je vais envoyer de l'application, du front-end, qui lui m'impose une structure JSON. Mais en fait, comme c'est une application relativement simple, je vais aussi utiliser Hibernate. Donc je fais un add entity et puis mon entité va être une entité que je vais pouvoir persister. Sauf qu'on va le faire avec Panache. Vous vous rappelez Panache? Donc, attends, je vais sauver tous ces fichiers là. Hop, hop. Voilà. On va le faire avec Panache. Donc, il y a deux modes avec Panache. Il y en a un où on a un mode un peu ce que je vais appeler Active Record en trichant un peu dans les noms, mais on va prendre l'entité, on va prendre le DAO, le repository, mais on va en faire qu'une seule classe. D'accord? Donc là, on va étendre notre repository entité, et ça s'appelle Panache Entity. Voilà. Et puis, là-dessus, c'est cool parce qu'on a déjà l'ID qui est généré pour nous. Et on peut se concentrer... Attends, je vais mettre en plus gros, voilà, ce sera plus facile. On peut se concentrer sur les valeurs. Donc là, c'est title. Par exemple, je vais le dire qu'il est note blanc. Là, j'ai utilisé l'API Hibernate Validator, enfin bin validation. Ça aussi, c'est imposé par mon front-end. Hein, donc, je vais les rajouter. Il y a une URL. Il y a savoir si j'ai fait la to-do ou pas. Donc, boolean completed. Et puis, il y a le classement, la priorité, en fait. Hop. Et puis, order, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un mot-clé en SQL. Donc, on va faire ordering. Voilà. Donc là, normalement, si tout va bien et si je sauve, ça va marcher. Et ça ne marche pas. Parce que, donc là, déjà, il me dit le fichier qui s'appelle to-do resource, il a un hello quelque part. Ah oui, on n'avait pas fini de faire ça. Donc vous vous rappelez, entity, vous avez le temps de retour, c'est assez intéressant. On voit, tiens, j'ai fait une erreur là, j'avais oublié. Vous vous rappelez, l'entity et le repository, c'est une seule et même classe. Donc sur cette classe, je vais avoir count, delete, etc. Et puis j'ai un find all. Et puis je vais même pouvoir faire un sort by order. Et là, normalement, ça me ramène toutes mes to-do. Si j'oublie de sauver, vous me dites, parce que là, pour le coup, je ne suis pas... Et là, c'est le drame. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il est où l'erreur? Tac, tac. Ah bah oui. Non, pourtant. Il est où cet objet? Ouais, c'est lui. Comment? Non, mais c'est tout doux là, donc... C'est? Bon, on va faire un truc. Alors...
Elle a l'air d'aller bien. To do resource. Il y a un truc que je comprends pas là. Ah, ok, pardon. Un peu débile. Vous n'avez rien vu, on va couper au montage. Hop. C'était find all, ça va me ramener une requête, on va le voir après, mais list all, ça me ramène directement la liste des to-do. Donc, je peux revenir ici, je rafraîchis. Et là, il me dit, donc là, j'ai pas de chance, mais en fait, si, c'est prévu, j'ai pas configuré Hibernate. Il me dit, bah voilà, il faut quand même me dire dans quelle base de données tu veux aller. Donc là, je triche un tout petit peu. Voilà, j'ai ce qu'on appelle un cheat sheet, enfin, ce que j'appelle un cheat sheet. Je vais copier ça. Et puis, je vais ouvrir un fichier qui s'appelle... Alors, je ne vais pas avoir un persistance.xml. Vous pouvez, si vous voulez, mais sauf qu'on a centralisé toutes les configurations là-dedans. Donc, le fait d'avoir défini une data source avec Quarkus fait qu'Hibernate va reconnaître ça et va se mettre à jour. Et là, je suis en mode dev, d'accord? C'est un truc que je recommande. Vous faites un drop and create, c'est-à-dire que le schéma va être recréé, tout va être net à chaque fois que vous redémarrez, enfin, vous redéployez votre appli. Donc là, si je rafraîchis... j'ai oublié le driver. Donc, ce qui va me permettre de vous montrer un autre truc cool avec Quarkus. Il y a un truc qui s'appelle... Je vais zoomer là. Donc, Maven, Quarkus, add extension. Je crois que ça va être le driver JDBC, donc on va le mettre comme ça. Et là, il m'a rajouté l'extension JDBC, qui est en fait juste, voilà. Sûr, ok. Donc, là, en fait, j'ai rajouté le driver JDBC. Ah, j'ai oublié de remettre en mode dev. Hop, on y retourne. Je suis où? Et on redémarre. Donc là, on voit qu'Hibernate a créé la base de données, c'est cool. Et puis on voit le driver JDBC. Donc là, ça devrait mieux se passer. Ah, ça marche, sauf que j'ai pas de données. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Hibernate, il y a moyen de rajouter des informations au démarrage dans la base de données avec un fichier qui s'appelle import.sql. Donc, on va copier ça rapidement. Hop, hop. Et on va le mettre ici. C'est un fichier de ressources. Hop. Et donc là, si je reviens et que je rafraîchis, c'est vide. J'ai vraiment pas de chance. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il faut sauver. Hop. Voilà. J'en suis. Donc là, vous voyez ma liste des choses. Donc ça, c'est super. On va écrire peut-être... on va écrire écrire dans la base de données. Donc ça va être un post. Et puis un post, c'est transactionnel. Il y a un moteur transactionnel. Tout ça embarqué dans Quarkus en démarrage super rapide comme on l'a vu. Donc ça va être un public response. Ouais, create. Le fameux to-do. Et puis, je vais valider quand même les données avec mon truc qui s'appelle, juste là encore, bin validation. Et puis, bon, vu que... Ah, j'ai perdu mon type. Pardon. Hop. Déjà, on va pouvoir sauver cet objet. Vous vous rappelez, le repository et l'entité, c'est un seul truc. Donc, to-do persiste. Et puis, après, j'ai juste à retourner ma réponse. Statut created. Attends, je sens qu'il va m'embêter. Je vais faire ça. Entity, to do, et on va le builder. OK. Donc là, quelqu'un sait d'où vient le H de Adrien? On a passé tout le voyage à essayer de trouver. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ah, j'ai pas sauvé. Ah, je vous avais dit de me dire quand je sauvais pas. Voilà, Adrien et Adrien.
D'accord? Donc là, c'est intéressant. Un dernier truc que je vais vous montrer après, je pense que je suis en train de perdre du temps, donc je vais prendre un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe si je fais des modifications ici? Là, je me dis, ah, je vais rajouter, je vais faire recompiler donc l'équivalent de, par exemple, je modifie un peu de code, je sauve, je rafraîchis ici. On voit que j'ai perdu Adrien et Adrien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en mode, je vous l'ai dit, je suis en mode drop and create ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un mode. Donc, ça, c'est bien en mode dev de base, mais quand on veut garder les données, parce qu'on veut tester les données sur un peu plus longtemps, eh ben, je vais mettre un nouveau profil dev with data. Quarkus, et puis je vais faire le database generator. C'est dommage, vous voyez, non, c'est pas celui-là que je voulais, dommage. Donc là, je voulais vous montrer comment c'était super bien l'autocomplétion, mais en fait, là, c'est un peu grand, vu que j'ai zoomé, mais là, on met en update. Et quand je suis en mode donc dev with data, je vais pouvoir me mettre en mode update. Donc là, je vais éteindre et je vais redémarrer en mode. Non. Merci. Et donc là, je suis dans mon mode où, au lieu de générer la base de données et la recharger à chaque fois, il va idéalement me garder mes données. Donc là, je vais faire des modifications. Par exemple, dans le to-do, là, je vais rajouter public local date. Je vais sauver ça. Donc là, si je rafraîchis, le schéma a dû se modifier. On regarde, il y a eu une alter table, donc on voit ça. Et je peux rajouter du coup Adrien vs. Je le sauve. Et si je continue à faire une modification, par exemple, voilà, je sauve. Et ben, j'ai pas perdu ma donnée. Donc le mode update, il est assez intéressant là-dessus. Ce qui me fait un dernier point, faites pas ça en prod. Donc on a aussi un mode prod. En fait, je vais même copier ça. D'accord. Et puis, je vais probablement aussi mettre quarkus.hibernate. Je vais lui dire de ne pas m'insérer dans dans le... Attendez, ORM. Voilà, SQL load script. Vous voyez, le SQL load script, c'est le import.sql. Ici, je vais lui dire no file. Donc ça, c'est un petit truc que je vous recommande. Vous mettez en prod, ça ne va pas écraser potentiellement vos bases vos infos de prod. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, quand on démarre Quarkus, non pas en mode dev, mais en mode normal, par défaut, il est en mode prod. Et vous pouvez changer le profil si vous voulez, mais par défaut, il est en mode prod. Je vais faire un dernier truc, je vais faire mvn package. Donc ça, vous connaissez, ça va créer un scene jar qui va aller pointer vers les autres jars. Mais là, je vais faire la compilation native. Et je crois que ça ne va pas marcher parce que example resource, c'est hello, donc ça va bien se passer, normalement. On va regarder. Ça prend un peu de temps, ça va faire de la compilation dite native, on va en parler un petit peu après. Ok, ça se passe bien. Là c'est en train de compiler en fait. Littéralement, ça prédémarre l'application, ça compile avec GraalVM. Vous voyez cette ligne de commande un peu longue. Et on va revenir sur la présentation pour discuter de tout ça. Il est quelle heure Enfin, je suis à combien de temps 20 minutes. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait Quarkus? C'est là où je vais aller un peu plus vite. On a fait Quarkus parce qu'on voit que les gens passent vers des containers d'orchestration dynamique, ce qui permet d'avoir des microservices. Et donc, quand on passe de un monolithe à 20 microservices, il y a des contraintes de mémoire qui vont arriver, et surtout pas mal d'interactions de passage d'informations par événement, peut-être avec du Kafka entre les deux pour pouvoir rejouer les choses. Et si vous allez encore plus loin jusqu'au mode serverless, avec des fonctions, vous imaginez que c'est encore plus acerbé. Il y a un truc important dans les microservices, c'est qu'on avait une équipe de 20 qui faisait un monolithe. Maintenant, on a une équipe de 20 qui fait 20 microservices.
En fait, le temps qu'on a pour écrire les applications et toute la cérémonie, le framework il est un peu lent à démarrer, ou il faut que j'apprenne, il faut que j'intègre Hibernate avec la base de données, c'est un peu long, etc. Tout ça, on a moins de temps. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a essayé de bien avancer avec Quarkus. Petite chose importante, moi je crois que en fait, les microservices, ce qui a amené la capacité à faire des microservices, c'est le fait qu'on ait des plateformes de déploiement automatique. C'est l'automatisation des déploiements. Nous, on croit à Kubernetes et aux containers chez Red Hat, mais vous imaginez qu'il y a d'autres orchestrateurs dynamiques qui vous amènent ça. Le point clé, c'est d'avoir vraiment d'isoler chaque microservice l'un avec l'autre pour pouvoir dire je réécris entièrement le microservice numéro 3 parce que j'ai un problème business, il faut que je change cette partie-là spécifiquement, ou parce que j'ai un problème de scalabilité, donc je vais passer d'une base de données relationnelle à autre chose. Voilà, il y a plein de cas. Mais en tout cas, vu que c'est un morceau de code bien contenu, la réécriture ne va pas vous redemander de réécrire l'application entière. Vous avez une isolation à ce niveau-là. Et Java dans tout ça. Et ben Java, dans tout ça, il a été fait pour être très fort en nombre de requêtes par seconde sur un process donné. Ça, c'était les milieu des années 90, à fin des années 90, c'était l'objectif. On avait une grosse machine et on mettait Java, potentiellement deux instances sur 2 machines, mais c'était l'idée. Et du coup, le langage est interprété, donc on démarre, on charge des classes, elles sont interprétées, donc c'est un petit peu lent. Puis après, on a le just-in-time compiler qui va se mettre à compiler nos classes qui sont les parties de nos classes qui sont les plus utilisées. Et à ce moment-là, on va aller très vite. Et c'est là où on a le nombre de requêtes par seconde faramineux que Java sait faire. Ils ont du coup sacrifié un petit peu de consommation CPU et surtout de la consommation mémoire. Mais à l'époque, la mémoire, ce n'était pas très important. Donc on a beaucoup de classes. Le JDK, c'est un morceau de code plutôt brillant avec plein de fonctionnalités qui est probablement pas surpassé par aucun langage aujourd'hui. Du coup, c'est du code complexe. Par-dessus, vous écrivez pas directement sur le JDK en général quand vous faites du backend. Vous utilisez Spring, Hibernate, Rest Easy, etc., etc. Donc vous avez encore une palanquée de framework par-dessus, donc plein de classes. Donc ça consomme. Un truc sur la mémoire. C'est quoi ce metaspace là? Le heap, c'est le XMX. Vous dites, ouais, je veux 30 megs de heap pour mon application. Et en fait, votre application, on en consomme 300 dans le process vraiment quand vous regardez le système d'exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la JVM, elle a besoin aussi d'espace externe pour gérer ses données à elle. Et notamment, ces données à elle, c'est les classes, le fait qu'elles aient des superclasses, des sous-classes, qu'une méthode a été surchargée par une autre, que telle partie du code a été compilée, que telle partie du code a été utilisée 384 000 fois et du coup qu'il faut la JIT. Voilà, toutes ces informations, ça fait partie du metaspace. Quand on a un gros monolithe, en gros, ce metaspace, il devient acceptable en termes de taille par rapport à notre heap. Quand on a des microservices qui sont plus ciblés potentiellement avec peu de données, au sens heap, on a une disproportion, un metaspace qui consomme énormément. Et on se retrouve en fait, donc on en parlait dans la voiture un petit peu avant, on se retrouve avec des gens qui n'aiment pas forcément les langages Node.js ou Go, des anciens javaïstes, mais qui sont obligés d'aller vers ces parties-là pour des questions de coût, en fait, pour des questions de déploiement, s'ils sont partis vers une mode beaucoup plus microservice et avec beaucoup plus de déploiement. Pourquoi? Parce qu'il y a un surcoût fixe, pas vraiment fixe, mais fixe entre guillemets, qui est assez fort pour chaque microservice. Et l'autre point, c'est que les microservices, la façon de scaler un microservice, c'est pas de dire je mets un process plus gros. C'est de dire j'en mets 2, j'en mets 3, j'en mets 10. Donc ce qui est important dans une plateforme qui déploie des microservices, c'est le nombre de requêtes par seconde par mégabit de RAM que vous consommez. D'accord? C'est ça pour moi qui est la mesure qui est aujourd'hui la tendance à être la plus importante sur le marché. Alors c'est effectivement aidé par les cloud providers qui vous facturent à la RAM plutôt qu'à d'autres choses. C'est la façon dont ils font de l'argent, plutôt bien visiblement. Donc voilà, finalement on est en train d'optimiser vraiment différemment notre environnement. Alors qu'est-ce que c'est Quarkus? Donc, déjà trouver le nom c'est compliqué, mais bon on est tombé là-dessus, finalement on l'aime bien, donc c'est cool. Quarkus, il y a 4 points importants. Il y a le focus, vraiment l'objectif c'est de vous rendre la vie plus simple. Vous avez vu ce temps de démarrage, où il n'y a pas de redéploiement de l'application, je code, je rafraîchis, je vois les résultats. Ça c'est vraiment pour vous aider au quotidien en termes de développement, de retrouver un peu de la joie de développement. D'accord? Et ça ne demande pas un IDE configuré avec un plugin, un machin. C'est juste Quarkus Dev et hop, vous êtes prêt. J'ai utilisé VS Code, je suis passé à IntelliJ, je n'ai pas changé, les deux fonctionnaient. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est un bon exemple. Comment
amener d'une faute un point. C'est la configuration, par contre, la glue entre tous les frameworks, elle est énormément simplifiée. Le fait qu'il y ait une data source fait que Flyway va s'intégrer, que Hibernate va s'intégrer, il va récupérer l'information. Donc, vous la configurez une fois et l'information est intégrée pour vous. Et puis, on a la compilation native qui est là, qui a pris un petit peu de temps, 1 minute 54. Et quand on regarde le target ici, on voit que j'ai mes fameux runners là, qui est un jar un peu petit. Et puis j'ai un exécutable en fait. Je peux aller sur target et to do. Et là, je peux démarrer l'application. Et là, l'application elle a démarré en 0,3 secondes. C'est un petit peu lent parce que là, il y a l'accès au réseau qui est pas forcément top. Normalement, ça fait du 0,0. Enfin, on parle de la dizaine de millisecondes. Je peux le refaire pour vous montrer. Voilà. Là, on est à 0,36 secondes. Et c'est la même appli. C'est-à-dire que je rafraîchis ici. Non, pardon, c'est pas ça, rafraîchir, c'est ça. Voilà. Et j'ai la même appli. Ah, j'ai perdu mes données par contre. Oui, j'ai perdu mes données. Vous vous rappelez, no file? On est dans le profil prod. Là, on voit bien que j'ai pas du tout préparé l'enchaînement des choses. Voilà, donc c'est ça. Si vous avez à faire ça à la main, c'est assez compliqué. Je vais peut-être en parler un tout petit peu après. Et les bénéfices, c'est quoi? C'est que quand on regarde des applications, des stacks concurrentes, même des stacks concurrentes qu'on avait au sein du portfolio Red Hat, le plus petit que vous puissiez faire, c'est 140 MB de RSS. C'est-à-dire pas juste le XMX, le RSS entier. 140 MB pour juste le reste Hello World. Si vous allez sur Quarkus avec le JDK que vous utilisez normalement, on est divisé par 2. Et si vous allez sur la compilation native, qui a des contraintes, mais après, du coup, c'est un choix, vous êtes divisé par 10. Et donc là, vous allez avoir le choix avec Quarkus de passer sur GraalVM ou alors sur OpenJDK en fonction de vos besoins. Bon, alors là, vous me dites Hello World, c'est bien, mais... Donc dans la vraie vie, REST plus CRUD, ça fait quoi? Ça fait ça. Moi, l'application, là, je ne vais pas vous mentir. Tac. Attendez. Faire ça plutôt. Alors, j'ai un alias... J'ai plein d'alias, on va la refaire. J'ai un alias qui s'appelle même, qui en gros fait le psaux PID RSS commande, et puis après ça le formate un peu mieux. Il s'appelle todo. On voit que ma consommation c'est 34 MB là. Donc j'ai fait quelques requêtes, j'ai ramené les résultats, c'est 34 MB. Si vous essayez avec Java, avec votre stack autre, ça ne sera pas la même. OK. Le temps de démarrage est aussi vachement bien. Je suis un peu le salesman là. Quand on regarde le temps de démarrage, alors c'est pas le temps de démarrage, en fait c'est le temps après résultat de la première requête. Donc je démarre le framework, je fais une requête, j'attends la fin du résultat et j'arrête le compteur. D'accord? On évite les effets de lazy loading qui sont en fait qui est pas vraiment le temps auquel je peux servir le premier utilisateur. Donc voilà, on cache, enfin on évite ce problème-là et on voit que Quarkus gagne beaucoup en temps. On va voir pourquoi un petit peu après. Quand on fait la compilation avec GraalVM, on gagne encore plus de temps parce qu'en fait, ce qui est JIT, donc un peu lent au démarrage, l'interprétation du bytecode, en fait, on va voir qu'on compile tout ça avant. Donc le code est déjà compilé, c'est pour ça qu'on voit des démarrages beaucoup plus faibles. Le REST plus CRUD, ça accède à la base de données, c'est pour ça qu'on voit des temps plus longs là. Mais on voit des gains très très forts. Le troisième, c'est qu'on croit beaucoup que les frameworks réactifs vont être importants justement dans les microservices du fait des accès event-driven et des contraintes de ressources. Et donc, on veut une stack qui vous offre du réactif, mais vous offre de l'impératif, mais sous le même stack et donc sous le même corps réactif en dessous. Et donc, on essaie d'exposer les mêmes API, mais avec une version réactive et une version impérative. Vous allez voir beaucoup plus de choses de nous dans le futur là-dessus. On s'appuie sur Vertex, Eclipse Vertex en dessous, au cœur de ça. Et ça, c'est ma blague que j'aime bien dire. Vous avez déjà 5 ans d'expérience avec Quarkus au moins, parce qu'il y a déjà des technologies que vous connaissez. Vous connaissez Hibernate ou REST-Easy. Là, j'ai vu que la moitié de la salle connaissait REST-Easy. Voilà, donc... la façon dont vous programmez Quarkus, c'est pas avec des API Quarkus, c'est avec REST-Easy ou Hibernate ou Camel ou des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est un gros avantage de productivité. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est mis à écrire Quarkus? Donc Red Hat, il promeut les containers.
avec un orchestrateur qui s'appelle OpenShift, un Kubernetes. Et on voit que Java, c'est quand même assez gros, donc le faire entrer dans le truc, on se dit, notre middleware qui est en Java, on sait que ça expose des services, ça sera un point clé dans le futur, dans le développement d'applications, où on a notre application qui appelle des services, du messaging, du cache, ce que vous voulez. Donc on veut résoudre ce problème-là. Et donc on travaille avec l'équipe Red Hat OpenJDK et on regarde, c'est quoi qui prend de la place? Eh ben, c'est le fameux metaspace, les listes de classes. Et là, on dit à l'équipe OpenJDK, il faut réduire ça, vous avez vu la taille que vous consommez là-dessus. Et là, ils nous répondent, vous avez vu le nombre de classes que vous consommez? Donc là, bon, petit débat interne intéressant. On a fait pas mal d'améliorations à l'incrémental. Mais on était dans ce mode-là, on essaie à améliorer ces choses-là. Et là, on voit un truc arriver qui est le Ahead of Time Compilation via le framework qui s'appelle GraalVM, qui est en fait c'est compliqué, mais qui... non, d'ailleurs, c'est pas compliqué, mais c'est expliqué là. Qui est un projet qui fait plein de choses, mais notamment une JVM alternative, on va dire. Et eux, ils font du Ahead of Time Compilation, ce qui fait qu'ils améliorent grandement les problèmes qu'on avait, notamment le metaspace. Simplement, ils arrivent avec des contraintes. Et là, on se dit, le moyen de bouger l'écosystème Java, c'est pas juste en bougeant une JVM et en disant mon application, elle fonctionne, mais en repensant l'écosystème en entier, sans vous faire, vous, travailler, parce que vous utilisez les mêmes API, mais en faisant travailler les développeurs de framework et les faire shifter là-dessus. Donc, c'est de là que vient Quarkus. Donc, Quarkus, GraalVM, ce que ça fait, c'est que ça prend du Java, ça le compile avec un compilateur qui prend du bytecode et qui crée des 1 et des 0 pour votre machine qui s'appelle le Graal Compiler, qui peut être utilisé d'ailleurs dans OpenJDK comme alternatif à C2. Et le troisième point intéressant, c'est qu'ils ont un truc qui s'appelle, alors ils l'ont renommé, mais ils l'appellent maintenant GraalVM Native Image, qui prend votre application et la compile au build time. Il compile tout. Il prend toute l'application de votre jar et il compile l'entièreté, et ça en fait un exécutable natif que vous pouvez balader comme un exécutable Go. Et ça, c'est bien, parce que ça fait Alors, il y a un deuxième truc qui rajoute par-dessus, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui essaient de faire ce genre d'approche, JCJ, etc., etc. Mais ils font un choix très pertinent qui est d'assumer que le code qu'ils voient, c'est l'entièreté du code. Et donc, toute la partie dynamique de Java, de charger des classes à la volée, etc., ils disent ça n'arrive pas dans notre univers. Donc, ils ont un univers de monde fermé, Closed World Assumption, ce qui leur permet de faire du Dead Code Elimination. Donc, qui fait du JavaScript? Okay, JavaScript, ça fait aussi du Dead Code Elimination avec un truc, ça s'appelle tree shaking parce qu'ils le font à une phase un petit peu différente. Mais en gros, ils regardent le code et tout le code qui n'est pas utilisé est éliminé. Donc là, GraalVM il regarde en fait les bouts de code statiquement que vous allez utiliser et tout ce qui n'est pas utilisé est viré. Donc vous imaginez bien le JDK qui est énorme, plus les frameworks que vous utilisez qui sont énormes. Ça fait quand même un exécutant natif très petit parce qu'on élimine tous les bouts de code qui ne sont pas utilisés. D'accord? Donc ça, c'est cool parce que ça élimine le JIT, parce qu'on n'en a pas besoin, on a déjà tout compilé au moment du démarrage. Et ça élimine aussi le metaspace dont je vous ai parlé, parce qu'on n'a pas besoin de garder toutes ces informations pour le JIT. C'est pour ça qu'on a des temps de démarrage très courts et on a des consommations initiales de mémoire très petites. Et c'est là où c'est intéressant au niveau déploiement de microservices, parce que le nombre de requêtes par seconde par mégabit, là, on va commencer à être compétitif. Alors, il y a des petites contraintes. Je vais en parler. Alors, j'ai déjà parlé du class loading. Il n'y a pas de class loader, en fait. Donc, ça simplifie le problème. Mais en pratique, pour vous qui développez des applications sur des frameworks qui font beaucoup de réflexions, Spring, Hibernate, REST-Easy, tous les frameworks qui ont des annotations, en gros, ils font de la réflexion. Et bien d'autres choses. Pareil pour les proxys. Tout ça, vous pouvez pas les avoir de manière gratuite dans GraalVM. Pourquoi? Parce que si on pouvait faire de la réflexion partout dans le code potentiellement, eh bien, ça veut dire que le fameux Dead Code Elimination, eh ben, on ne peut rien faire puisque tous les morceaux de code sont potentiellement accessibles. Donc, ils ont fait le choix de dire, si tu veux faire de la réflexion sur une classe ou même un champ d'une classe, tu nous le donnes au moment où on fait la compilation. Donc ça, c'est bien quand on fait Hello World, donc ça nous fait un fichier JSON comme ça. Puis quand on se met à utiliser Spring, Hibernate, etc., ça fait un fichier très, 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 très long. Donc, c'est pas pratique. Enfin, c'est pas vraiment exploitable comme ça. Et donc, Quarkus arrive. Et Quarkus, il dit, voilà, on a vu que GraalVM prend le code Java et fait du ahead of time compilation de code, et nous, on va faire du ahead of time démarrage de framework, mais sémantiquement au niveau de l'application et pas au niveau juste du code Java. Qu'est-ce que ça fait un framework?
Ça parse des fichiers de config, persistence.xml, beans.xml, etc., etc. Ensuite, ça analyse le ClassPath pour trouver les classes qui ont des @entity, des @autowired, toutes les choses comme ça. Ensuite, sur chaque classe, ça trouve les getters, les setters, enfin toutes les informations dont il a besoin pour fonctionner au runtime. Ça crée un modèle qui est utilisé au runtime. Dans le cas d'Hibernate, ça crée la requête SQL qui va vous permettre de lire l'entité, persister l'entité, etc., etc. Ça prépare la réflexion, ça crée les proxys. Donc tout ça, c'est au démarrage. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Et puis finalement, on démarre, on ouvre l'accès à la base de données et on est capable de servir la requête. Quand on réfléchit, on se dit on a un monde clos pour notre application. Eh bien, tous les points qu'on voit là, on peut les déplacer au build time au lieu du runtime, au lieu du démarrage. Sauf le dernier, évidemment. Et donc, c'est ce que fait Quarkus. Et il dit, moi, je vais préparer, toutes ces opérations des frameworks, je vais les faire au build time plutôt qu'au runtime. Donc, je vais aider les frameworks à faire leur travail au build time. Alors déjà, c'est cool parce qu'on build une fois, et puis après, tous les nouveaux démarrages ont des temps de démarrage super courts, y compris le hot deploy et les choses comme ça. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que donc démarrage super court, mais aussi toutes les classes qui sont utilisées pour lire, parser le fichier XML, construire le métamodèle, scanner, tout ça, en fait, c'est beaucoup de code en Java. Et donc, tout ce morceau-là, vu qu'il est fait au build time, au moment du démarrage, on n'a pas besoin de ces classes-là. Donc, le metaspace est beaucoup plus petit. Donc, on a des gains sur OpenJDK qui sont x2, comme on a vu là sur les exemples. Donc, plus petit et moins consommateur en mémoire par le fait qu'on a bougé au build time, par le fait qu'on a fait cette hypothèse de monde clos au niveau de nos applications. Et puis, comme on a une hypothèse de monde clos, on sait exactement les classes sur lesquelles on va faire de la réflexion. Et les frameworks savent. Hibernate, il sait que le @entity, il faut qu'il fasse de la réflexion dessus. Donc, on peut générer les classes qui vont remplacer la réflexion. Et on peut pré-générer les proxys pour ne pas avoir à les générer au startup. Il y a des choses qui sont spécifiques à GraalVM. Je vous avais dit, on peut faire la réflexion, mais il faut filer l'information à GraalVM au moment de la compilation. Et ça, c'est un peu pénible à la main. Sauf que si on utilise des frameworks qui, eux, savent, parce que sémantiquement, par exemple, Hibernate, il sait qu'il veut faire de la réflexion sur @entity, eh bien, le framework va pouvoir passer cette information à GraalVM. Donc, Quarkus, c'est un framework qui permet d'extraire de la sémantique des frameworks que vous utilisez, REST-Easy, etc., ou JSON, et passer l'information à GraalVM. D'accord ? Une autre chose, c'est qu'on permet de regarder on peut regarder l'application et dire, tiens, cette application, elle n'utilise pas le cache de second niveau d'Hibernate, donc je vais aider l'élimination de code mort et virer entièrement ce morceau de code. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui paye en consommation mémoire et en requêtes par seconde par mégabit. Et donc Quarkus, c'est un framework en fait qui travaille au build time. Il y a très peu de parties que vous allez voir dans votre code au niveau runtime, parce qu'au niveau runtime, vous allez voir le code de REST-Easy, le code d'Hibernate, votre log, votre JDB, votre driver JDBC, etc., etc. Et donc Quarkus, il a son cœur, il a Jandex qui permet de lire les classes au build time sans avoir à les charger, ce qui est un autre truc qui est super lent en Java. Il a un truc qui s'appelle Gizmo qui permet de générer des classes. Et surtout, il a un framework d'extension. Et le framework d'extension, une extension, c'est le pont entre Quarkus et son travail au build time et les frameworks que vous connaissez. Hibernate, Netty, REST-Easy, etc., etc. Vertex. Et en gros, ça prend ce que font les frameworks et ça essaie de le déplacer au build time. L'extension, c'est le truc qui doit être fait au build time. Lire le persistence.xml s'il y en a un, etc., etc. Et ensuite, Quarkus est abstrait de la technologie de JVM que vous utilisez. Donc, soit vous utilisez le JDK au sens classique, Oracle JDK, Adopt OpenJDK, ce que vous voulez. Soit vous allez vers la compilation native avec Substrate VM, mais c'est la même application. D'ailleurs, vous pouvez même déployer les deux au sein de votre système d'orchestration, par exemple. Donc, comment ça se passe? Je compile mon application, ça fait un jar. On va oublier la partie provisioning, mais en gros, on récupère les bonnes versions des frameworks. Et ensuite, il y a cette phase pré-compilation au sens Java d'exécution des extensions. C'est le wiring, on appelle ça le augmentation phase dans Quarkus. Et ça va lire le persistence.xml, générer les bonnes classes, etc. Pour qu'au moment du démarrage, on ait moins de choses à faire. Et donc là, après, vous avez votre choix de déploiement. Soit c'est un JDK, soit c'est un exécutable natif. Il me reste, j'en ai à combien de temps là? Okay. Alors, il y a d'autres choses sur Quarkus.
Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais il y a un autre truc super bien, c'est les... Alors j'ai trop peur de vous montrer les tests dans VS Code, parce que j'ai pas du tout regardé comment ça se fait, donc on va rester sur le slide. Mais il y a une façon très simple de tester Quarkus. Vous mettez @QuarkusTest, c'est du JUnit 5 ou JUnit 4, et vous mettez vos tests, et ça démarre en boîte grise. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez injecter les bins que vous avez, c'est l'équivalent de AutoWired pour les gens qui sont familiers avec Spring. Et ça démarre entièrement Quarkus. On a vu que Quarkus, ça démarrait super vite, le dev mode. Et ce qu'il y a là, c'est en fait, ça utilise la même technologie. Le fait que Quarkus démarre super vite fait que vous allez pouvoir faire tourner votre test suite beaucoup plus rapidement là-dessus, et avec l'application entière, entre guillemets, pas obligé de moquer les choses pour aller un petit peu plus vite. OK? L'autre point, Panache, je vous ai montré ce modèle-là, où on a l'entité et le repository sur une seule classe. Donc là, on voit comment c'est fait. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. Ouais, il me reste un peu de temps, donc ça vaut le coup que je le fasse. Alors, on va arrêter ça. On va repartir en mode dev. Là, on va rester en mode dev normal. Voilà. Hop. On va fermer ça. On va revenir à mon nouvel ami. Et on va rajouter un moteur de recherche. D'accord? Donc, on va faire un moteur de recherche. Donc, il lui faut un rest endpoint. On va le mettre sur un chemin diff. Ah oui, attends. Si, c'est bon. Ouais. Le chemin, on va l'appeler search. Et puis, on va mettre les paramètres dedans. World, page. Et puis, on va évidemment ramener des to-do. Search. Et puis, on va mapper les paramètres au sens rest easy avec... non, c'est pas ce param. Voilà. Word. Voilà. String. Hyper difficile de parler et coder en même temps. On se rend pas compte quand on reste tout seul dans son cube, mais c'est hyper difficile. Ok, donc ça c'est ma méthode. Je pourrais le coder. Pourquoi il râle? On va dire que ça va bien se passer. Pour MS SQL is recommended, évidemment. Merde, j'ai fait une connerie. C'est bon. Hop. Donc là, on va dire que je pourrais le coder dans mon contrôleur, mais enfin dans ma ressource, pardon. Mais là, je vais estimer que c'est un petit peu compliqué quand même. Donc en fait, je vais mettre ça dans mon repository, d'accord? Donc je vais créer une méthode search. Ah oui, c'est là où ça marche super bien dans IntelliJ. Voilà. Et là, je vais lui dire, voilà, crée-moi ma méthode. Paf. Donc je vais y aller. J'ai ma méthode et je vais mettre ça dans mon contrôleur, justement. Et là, je vais créer une requête HQL ou JPQL si vous utilisez le standard. Et donc, je vais faire un list. Vous vous rappelez, c'est un repository, donc il y a déjà les méthodes qui sont là. Et puis, je vais faire completed false. Toutes les to-do qui ne sont pas complétées. Et ça me ramène la liste des to-do qui ne sont pas complétés. Mais ça, c'est pas du... Hop là, Larsen. Ça, c'est pas du HQL, ça. Bah, pour nous, si. Pour nous, on appelle ça PanHQL, mais c'est un HQL contextualisé. On sait qu'on est dans to-do. On est dans to-do, puisque ça fait partie de cette classe-là. Donc, select to-do from to-do where, c'est inféré. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le rajouter devant là. Mais c'est inféré, ce qui fait qu'on dit completed, et puis on voit là la valeur, completed equals false. OK? Donc là, le moteur de recherche, il est un peu plus compliqué. D'ailleurs, avant que j'oublie, donc là, ça utilise JPA derrière. Il y a Loïc que vous devez voir à droite, à gauche, en général à ce jug-là, qui a écrit un mode pour faire du MongoDB avec toutes ces approches PanHQL aussi, qui est déjà sur master ou incessamment sous peu. Donc vous allez pouvoir aussi jouer avec ça si vous utilisez Mongo chez vous. Et donc le titre, je vais utiliser l'opérateur lag de la base de données pour le coup. Et puis là, j'ai fait un truc un peu moche, mais voilà. Et donc là, j'ai fait où les valeurs ne sont pas enfin où les to-do ne sont pas complétés et où le titre contient le mot que je suis en train de rechercher. Et puis, on voulait faire de la pagination, donc je vais faire un find.
Et puis, je vais, vous voyez, first page, first result, etc. Mais d'abord, je vais faire de la pagination. Pagination, je peux passer un objet page qu'on va pouvoir transporter d'un layer à l'autre, par exemple. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu plus simple. Donc, on a le fameux page... Oups, c'était trop... Ah, non. Reviens, Léon. Hop. Donc page index, voilà, et le page size, là je vais le hard-coder. J'aurais pu le mettre dans le fichier application.properties, mais bon, je vais pas perdre de temps pour rien, mais j'aurais pu l'injecter, le add config property, l'injecter de application.properties. Comme ça, je peux changer ça à la volée. Et puis, je vais faire list ici. Donc là, je fais de la pagination et je sauve. Je reviens ici. Pardon. Voilà. Sauf que là, j'ai pas d'API, j'ai pas d'interface pour le moteur de recherche. Et donc moi, les interfaces, j'en fais pas. Je fais que les utiliser. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais rapidement, mais j'ai utilisé OpenAPI, donc qui a le Swagger UI, qui est un truc super pour tester vos API justement. Et donc, non, d'ailleurs, elle est pas exposée mon API. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas sauvé. Hop là, on rafraîchit. Et donc là, c'est super de ne pas avoir à redéployer l'appli quand on s'aperçoit qu'on est assez débile pour ne pas sauver notre fichier. Page, alors c'est indexé par Géo et je vois que j'ai effectivement 3 résultats. Donc là, j'ai codé en pas longtemps un moteur de recherche. Si vous avez vu la capacité de panache QL, donc à écrire des requêtes extrêmement succinctes. Il y a des gens, pour une raison ou une autre, sont allergiques au fait de mélanger l'entité et le repository, notamment parce que du coup, on fait des méthodes statiques ici. Puis il y a des gens qui n'aiment pas. Vous pouvez utiliser le mode classique, enfin plus traditionnel en middleware Java, des repositories qui sont séparés. Donc vous pouvez étendre panache repository et du coup, vous avez juste à injecter le repository et puis vous l'utilisez. Donc là, c'est un petit peu plus de code. Et au niveau de votre IDE, ça flow un peu moins, mais ça marche. Alors, je vous ai montré OpenAPI. J'aurais voulu vous montrer Metrix, mais je ne vais pas perdre trop de temps. On expose des API qui vous permettent de travailler bien dans les univers à la Kubernetes, dans les containers d'orchestration dynamique, parce que vous avez besoin de pousser des métriques, vous avez besoin de dire si votre application elle fonctionne bien ou pas, parce que l'orchestrateur va utiliser ces informations-là. Migration de modèles de données d'une version à l'autre, donc on s'intègre avec Flyway. On a une intégration Kafka via Reactive Messaging qui est super bien abstrait. Je vous encourage à inviter Clément Escoffier pour en parler un peu plus. Sinon, on a une intégration avec Kafka Stream et pareil avec le mode Live Reload qui marche super bien. Intégration avec la sécurité assez centrée sur JWT, mais d'autres choses aussi, avec du Keycloak derrière ou d'autres choses. Pour les gens qui connaissent que Spring, on a des extensions de compatibilité Spring. Donc on a, vous pouvez aller sur quarkus.io et vous avez des guides ici. Et du coup, vers la fin... Là, voilà, on a les Spring Web API, le Spring DI et le Spring Data JPA qui vous permettent non pas de porter une application, mais de reporter votre connaissance et d'utiliser les annotations que vous connaissez pour explorer Quarkus avec votre mode Spring avant probablement de partir vers le mode plus naturel Quarkus, c'est-à-dire les add inject et les choses comme ça. Mais vous voyez, ça c'est du code Spring qui fonctionne. On a le support Scala qui vient juste d'arriver. Alors, il n'est peut-être pas dans une version réalisée, mais il y a une extension qui est là. Et on a une extension Kotlin aussi qui marche bien. Et les extensions, ce n'est pas obligatoire. On peut... D'ailleurs, je vais en parler après. Oubliez ce que je viens de dire. On a l'intégration avec VS Code que j'ai démontré brillamment. Vous pouvez... vous pouvez d'accord avec moi. Non, plus sérieusement, il y a un blog sur quarkus.io/blog il y a une petite vidéo qui démontre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, vous pouvez effectivement rajouter d'autres dépendances sans passer par les extensions, notamment si vous êtes en mode JVM. Les extensions, elles sont utiles pour un certain nombre de choses, pour avoir cette
appel application.properties qui est centralisé, pour avoir le travail qui est fait le plus possible au build time et du coup gagner en mémoire, gagner en temps de démarrage, et aussi passer l'information à GraalVM. Mais si vous êtes moins sensible à ces choses-là et que vous ne voulez bénéficier que du hot reload et que vous avez une dépendance, je sais pas, un Guava ou je sais pas quoi, vous pouvez l'embarquer, ça va bien fonctionner. OK ? Donc rappelez-vous, Quarkus, l'objectif, c'est l'univers moderne où on a des contraintes assez fortes en consommation mémoire, parce que les patterns de déploiement sont différents dans les microservices, mais on n'oublie pas que vous êtes là et vous avez besoin d'être hyper efficace parce que vous avez 20 microservices sur lesquels travailler plutôt qu'un gros monolithe. Et puis, vous avez les frameworks que vous connaissez déjà, les API que vous connaissez déjà. Et il me reste, je ne sais pas combien de temps, mais pour des questions ou des échanges ensemble. 5 minutes, ok. Ouais. Merci. Tu veux répondre à une provocation? Ah. Ouais. Depuis 1998, ils sont capables de faire des CRUD en moins de 34 mégas. Et ensuite, oui. J'ai quand même une question sur... j'en ai deux. La première, c'est... Je t'interromps, je vais vous donner le micro, parce que comme c'est enregistré, du coup, il va répondre à des questions dont on ne comprend pas. Bon, en gros, il m'a expliqué que PHP, il savait faire en moins de 34 mégas des CRUD depuis des années, ce qui est vrai. Il y a plein de langages compilés qui peuvent le faire aussi. Mais donc la première question, elle porte principalement sur le travail que fait Quarkus ou GraalVM. J'ai eu beaucoup de mal parce que je ne connais pas très bien le monde Java, à comprendre les différences. C'est de quelle manière est-ce que GraalVM arrive à extraire les invariants? Par exemple, typiquement, quand on a une requête SQL, de quelle manière est-ce qu'il peut dire ça, c'est un fragment de requête SQL et je veux le typer statiquement? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'à ce stade-là, à partir du moment où on décide d'éliminer la réflexion là où il faut éliminer la réflexion, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'utiliser une manière de programmer qui est beaucoup plus standard et qui ne repose pas sur des annotations et de la magie de programmation orientée objet mal pensée, pour utiliser des systèmes beaucoup plus pipelinés, comme ce que fait la programmation depuis les années 50 en règle générale? Okay. Et c'est une vraie question, c'est pas de la provocation. Ouais. Mais je ne vais pas y répondre, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais si tu es dans l'univers Java, Quarkus est là pour toi. Si tu veux d'autres langages avec des approches extrêmement différentes, on n'est pas là pour remplacer ça. Juste, il y avait un point technique sur une des questions que tu avais. GraalVM, ça fonctionne au niveau du bytecode Java, et donc en dessous de la notion de une requête SQL fortement typée ou pas. Le fait que tu aies une requête SQL fortement typée, ça va être plutôt grâce à des frameworks Scala spécifiques, par exemple, ou grâce à des primitives du langage que tu vas utiliser. Et effectivement, Scala ou Kotlin, on va dire aussi, ont des façons de le faire qui sont plus avancées que Java pourrait le faire aujourd'hui. Je promets que j'ai pas dit fortement typé. J'ai dit statiquement typé. Statiquement typé, ok. Merci beaucoup. La réponse est la même de toute façon. Une autre question? Une autre question. Merci. Je voulais juste revenir sur les chiffres que vous avez eus sur le temps de démarrage, la taille des exécutables, tout ça. Quelle est l'application que vous avez utilisée derrière pour générer ces chiffres? Est-ce que c'est au niveau de l'exemple ou est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le ressenti si on a une application réaliste, voilà, j'ai 200 entités, j'ai une centaine de services, etc. Blablabla. Alors 200 entités, une centaine de services, j'avoue que je ne l'ai pas testé parce que comme j'expliquais des slides avant, notre focus est plutôt sur des microservices, donc qui vont avoir tendance... Enfin, on ne se focalise pas tant sur la taille du code, mais si tu as une partie fonctionnelle de ton application qui demande 200 entités, probablement que tu as besoin au niveau de Domain Driven Design de séparer les choses un peu plus. Donc moi personnellement, je n'ai pas testé des si gros volumes que ça. Celle-là, cet exemple-là, effectivement, c'est une application qui... c'est le Hello World, pardon. C'est le Hello World que je vous ai montré, qui est celui qui est généré de base par code.quarkus.io, avant que je rajoute le To-Do App, etc. La To-Do App, en général, je la fais tourner entre 30 et 35 MB sur GraalVM,
avec le code entier, là, j'avais rajouté 2-3 autres extensions, ce qui fait qu'on a vu que c'était un tout petit peu plus, je crois, de mémoire. Mais vous n'avez pas un exemple un peu plus poussé où on pourrait voir Alors, j'ai des comment exemples, est-ce que mais ça je peux scale pas te les- avec l'application? Alors, j'ai des exemples puisqu'on a fait des benches sur des benchmarks d'industrie, parce que nous, c'était pas tant ça, c'était le nombre de requêtes par seconde par mégabit. Donc, on a pris des benches qu'on utilise traditionnellement dans les serveurs, contre les serveurs d'application pour voir et se comparer. Mais par contre, je ne peux pas te montrer ce code-là parce que ce code-là, il a des parties propriétaires du fait que ça fait partie d'un consortium et Yadi et Yada. On a des... Ça revient sur un truc auquel j'ai parlé un petit peu rapidement. Soit on part avec GraalVM parce qu'on estime qu'on veut une application qui va consommer au total, mettons, moins de 200 MB de HIP. Et du coup, on va avoir un avantage assez significatif à avoir le metaspace qui est en gros éliminé. Quand on commence à toucher les applis qui sont au giga ou des choses comme ça, à ce moment-là, Hotspot va redevenir plus intéressant parce qu'au lieu d'avoir une compilation statique qui n'est fait donc sans profil en fait, qui est fait au moment du build time, là, on va bénéficier du JIT qui va être plus avancé. Et un truc dont je n'ai pas parlé, aujourd'hui, les garbage collectors au niveau de GraalVM sont plutôt sont carrément moins avancés que ceux qu'on trouve dans OpenJDK. Même si chez nous, il y a des gens qui travaillent qui explorent. Shenandoah, qui est un garbage collector assez avancé, équivalent à G1 en termes de modernité, à voir si on peut le porter sur GraalVM. Donc là-dessus, il y a effectivement des efforts à faire. Mais pour revenir là-dessus, sur le point, il y a des environnements où on va vouloir aller vers la compilation native parce que vraiment, là, on veut que notre instance unique soit la plus basse possible et quitte à déployer en nombre 10 fois déployer 10 fois la même instance pour gérer le nombre de requêtes par seconde qui va bien. Il y a d'autres fois où la consommation de notre application, qui est un peu peut-être plus data intensive, va avoir un HIP assez grand, ce qui fait qu'on va être plutôt accepté de négliger la consommation du metaspace. Donc je suis conscient de ne pas avoir exactement répondu à ta question, mais essayer de pouvoir des infos. Ouais, je pense. Une autre petite question, est-ce qu'on peut tirer les avantages du GraalVM sur... je suis dans la théorique, mais si on voulait faire une application Java qui n'était pas forcément une application REST, mais on avait juste, je sais pas, une application lourde ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y aurait un intérêt à utiliser GraalVM ou est-ce que... Quand tu dis application lourde, tu parles de genre beaucoup de code ou imaginons lourde au qu'on sens client lourd. on voulait monter une bonne vieille application Swing, D'accord. mais on voulait que ça tourne, on voulait accélérer ça avec GraalVM. Alors, est-ce que Quarkus et Graal sont vraiment mariés? Alors, client lourd, ouais, c'est un bon point. Donc, client lourd, je sais qu'il y a des travaux là-dessus, pas tant sur Swing, mais plutôt sur JavaFX, où il y a des gens qui travaillent à faire que JavaFX fonctionne sur GraalVM. GraalVM, il y a des choses qui n'ont pas encore implémentées aussi, ce qui fait qu'il y a un peu de rattrapage à faire, etc. Ce qui est quasi sûr, c'est que tu ne vas pas pouvoir prendre une grosse appli ancienne et la faire tourner magiquement sur GraalVM sans faire des efforts conséquents sur lister les classes sur lesquelles tu veux faire de la réflexion, remplacer des bouts de code qui ne sont pas exactement compatibles avec GraalVM. Voilà. C'est là-dessus que Quarkus se marie, c'est que alors nous, on n'expose pas des choses pour Swing, mais on expose des modèles de programmation qui sont CDI, Spring, REST Easy, etc. Tu peux regarder la liste des extensions, voir si c'est des technologies qui matchent avec toi. Et on fait qu'elles fonctionnent à la fois sur GraalVM et à la fois sur du hotspot classique. D'accord ? Mais tout ce travail qui est de passer l'intelligence et envoyer l'information à GraalVM, elle est faite dans les extensions Quarkus. Et c'est là la valeur ajoutée de Quarkus par rapport à juste GraalVM, c'est qu'on fait un travail pour éliminer le plus possible de metaspace et de faire le travail au build time pour gagner beaucoup en temps. Si tu me dis, est-ce que je peux utiliser Quarkus aujourd'hui pour faire une application Swing, ma réponse sera non. Voilà. Une dernière question ou alors on passe à... Une toute dernière. Ouais. Il y en a deux. Les deux dernières alors. Alors, si j'ai bien compris, en fait, la stack que vous avez construite, elle ressemble furieusement à ce qui est fait côté Android, en fait.
Parce qu'en gros, on a exactement les mêmes problématiques. On en est à la 2e génération sur Android. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez travaillé avec ces gens-là? Parce qu'en fait, les problématiques qu'on retrouve, que vous réglez par des extensions spécifiques sur chaque projet, finalement, la difficulté qu'on va avoir, c'est de trouver le framework qui a l'extension qui va pour GraalVM. Si le framework n'a pas été prévu, etc., on est un petit peu chocolat. Est-ce que vous avez rencontré les gens de Google pour justement un petit peu identifier les points, etc., ou vous travaillez tout seul dans votre coin et eux chacun dans leur coin? En fait, ouais, c'est rigolo que tu dis ça parce que donc je fais aussi un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs et je suis allé discuter avec ce mois-ci, enfin en septembre, je suis allé discuter justement avec des Romain Guy et des Pierre-Yves Ricot, et on a échangé pendant le podcast, mais aussi avant, sur ça, qu'effectivement, ils étaient passés sur une mode compilation totale de leur application, qui faisait que quand tu changeais de version du système d'exploitation, ça mettait hyper longtemps pour redémarrer le truc, et qu'aujourd'hui, maintenant, ils font un peu un mix entre le compilé et le JT. Le framework GraalVM, en fait, tout l'outillage GraalVM, ça vient de Oracle Labs. Donc moi, je ne sais pas si eux ont été discutés avec Android, mais connaissant Oracle et Google et leurs relations, je dirais plutôt non. Mais en fait, ça m'a frappé comme toi, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des mondes assez opaques, mais qui ont quand même des interactions par effet de bord. C'est-à-dire que donc ça, par exemple, on l'a pas exactement été prendre l'information et l'expérience que les gens d'Android ont. Après, ils ont leur propre univers aussi, avec des frameworks plus ciblés, puis le déploiement est un petit peu différent. Donc je suis pas sûr qu'on pourrait prendre toutes les recettes gratuitement. Mais par contre, par exemple, Eric Java, il le coince en support Java 6 parce que eux, leur langage de base, enfin pas le langage, pardon, mais la plateforme en dessous, c'est arrêté aux primitives de la JVM version 6. Donc il y a des interactions sans qu'on voit vraiment pourquoi quand on reste vraiment dans l'univers back-end versus l'univers Android. Et donc je parlais aussi de l'injection de dépendance. Donc là, j'en ai pas parlé, mais l'injection de dépendance, on l'a fait entièrement au moment du build. Et on analyse non pas le code source, mais le bytecode, en fait. Et on génère les classes qui vont bien pour faire l'injection. Android a des technologies, enfin, elle vient de Dagger, etc., où ils ont un peu exploré ces différentes phases-là, mais ils restent au niveau source. Et là, ils sont en train de réfléchir à faire un Dagger 3 pour passer plutôt à une approche Kotlin. Et du coup, j'ai pu échanger avec eux en leur disant, bah, nous, on va carrément une étape après en s'appuyant sur le bytecode plutôt que sur la source, que ce soit tel langage ou tel langage. Voilà. Est-ce que ça va effectivement polliniser? Je ne sais pas. Mais ouais. Je pense que Thibaut, il y une a peu dernière. d'échanges en tout cas. Allez, la dernière. Moi, j'ai une question toute bête. Tu parlais de développeur Joy. Est-ce qu'on peut faire du debug avec Quarkus? Tu peux faire. Alors, quand Parce qu'il y a la manipulation, ça a l'air tout magique, et derrière, ça change quand même pas mal de choses. Si je suis le développeur. Quarkus Dev, c'est une JVM normale. Donc, je ne vais pas te montrer dans VS Code comment tu fais du debug, mais tu peux. En fait, quand tu vois ici, là, on démarre l'écoute sur le port de debug en mode non bloquant, c'est-à-dire qu'on démarre et puis tu peux attacher un debugger et avancer. Alors, je vais anticiper la question, c'est est-ce que tu peux débugger ton image native? Tu peux avec GDB. Voilà. Mais tout ton univers, voilà, ça c'est la mauvaise réponse. Mais tout ton univers de développement, c'est-à-dire tes bugs à toi en tout cas, tu les débugs avec ton débugger Java classique. Ça marche. Merci.